Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Yazid. Bonjour Perrine. Alors tu connais la question du podcast, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors si j'étais un animal, je serais un dauphin. D'abord j'adore l'animal. Et puis en même temps c'est un animal qui paraît doux, très doux, puissant en même temps, mais dans la douceur. Voilà. Voilà, les deux en même temps. Les deux en même temps. Pourquoi choisir ? Exactement. Qu'est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais petit ? Je voulais être chirurgien. Comment ça t'était venu cette idée-là ? Je voulais soigner les gens. Et en plus, ça commence par chir. Ah, c'est vrai ça. Voilà. Comme ton nom de famille. Comme mon nom de famille. Quel est le lien avec ce que tu fais aujourd'hui ? Quelque part, je dirais, le lien, c'est faire du bien. Parce que quand on soigne les gens, on leur fait du bien. En faisant se rencontrer des personnes qui sont méritantes. Je parle des jeunes qui ont réussi dans l'adversité, avec peu de moyens et souvent avec des familles qui se sont sacrifiées pour eux et qui, malgré qu'ils obtiennent des diplômes à haut niveau, se retrouvent sur le carreau. C'est injuste. C'est injuste pour eux, mais c'est injuste pour leur famille qui ont investi des années pour faire en sorte qu'ils aient un avenir meilleur que le leur, offrir un avenir meilleur que le leur à leurs enfants. Et en faisant se rencontrer des personnes qui sont des chirurgiens du bien, en fait, des mentors, qui vont, par pure conviction et sans qu'on les force, tendre la main à des jeunes méritants, c'est faire du bien. Et avec NQT, c'est plusieurs dizaines de milliers de rencontres improbables, comme celle-ci, qui ont été créées. Et c'est beaucoup de bien, en fait. Comme on dit, un des mentors disait, le seul risque que vous prenez quand vous êtes mentor, c'est le risque du plaisir, donc le risque du bien. Voilà. Donc c'est le complot du bien NQT. Donc tu es le fondateur de l'association NQT pour Nos quartiers ont des talents. Ouais, cofondateur parce qu'on est plusieurs et parce que les entreprises nous ont suivis, parce que des personnes en fait nous ont suivis, des personnes d'ailleurs, je tiens à saluer une personne qui nous a quittés il y a quelques jours, sans qui NQT, j'en profite, ne serait pas là. C'est l'ancien préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Jean-François Corday, qui est devenu un très bon ami et qui est parti il y a quelques jours, et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. C'est lui qui nous a connectés avec les jeunes qu'on cherchait, c'est lui qui nous a connectés avec l'ANPE à l'époque, qui est devenu notre partenaire principal, et c'est lui qui a été notre business angel, qui a trouvé les premiers fonds qui nous ont permis de créer l'association et décoller, tout simplement, voilà. Et il est parti il y a quelques jours, et c'est un ange. Parti, c'était notre business angel, c'est un ange, c'est l'ange de NQT, il est parti rejoindre les anges. Voilà. Quel bel hommage, merci de ce partage. C'était quelle année la création de l'association ? Alors on a démarré un pilote en 2005 en Seine-Saint-Denis et ensuite, vu des résultats du pilote, qu'on dépassait toutes nos plus délirante espoir. On a créé l'association en 2006 avec pour ambition de déployer le modèle à l'échelle nationale. Donc presque 20 ans. Presque 20 ans, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc nous enregistrons ensemble cet épisode à l'occasion du podcaston, mars 2024.
avec l'objectif que Canary Call contribue à la visibilité de l'association et donne envie à de nouveaux mentors via de nouvelles entreprises de contribuer. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être une entreprise adhérente et ensuite être mentor au sein de nos quartiers ont des talents ? Alors, avec plaisir. En fait, nos quartiers ont des talents, comme tu le disais, c'est né en 2005 en Seine-Saint-Denis. C'est un dispositif qui a été fabriqué avec les entreprises de Seine-Saint-Denis qui avait l'ambition de s'enraciner durablement sur le territoire, puisqu'en fait la Seine-Saint-Denis c'est un département qui a connu les 30 glorieuses, ensuite dans les années 60 la désindustrialisation, et en 98 finalement la chance de la Seine-Saint-Denis c'est le choix du gouvernement d'installer le Stade de France en Seine-Saint-Denis, et donc toutes les infrastructures qui ont été déployées autour ont créé de l'attractivité et ont permis d'attirer de nouvelles entreprises qui sont arrivées sur le territoire. Et donc de très belles enseignes ont délocalisé leurs sièges sociaux de Paris et des banlieues chics, non pas en Chine, mais en Seine-Saint-Denis. Et elles sont arrivées, toutes ces entreprises, je les cite pour les toutes premières avec qui on a travaillé, c'est Manpower, BNP, CTLM, L'Oréal, Afnor, Alstom, etc. Toutes ces entreprises qui sont arrivées sur le territoire, elles avaient tout un point commun, c'est qu'elles avaient recruté leurs collaborateurs en dehors du département. Et donc, pas d'enracinement local. Et en échangeant avec toutes ces entreprises, en fait, on s'est rendu compte que le meilleur moyen d'enraciner durablement ces entreprises sur le territoire, c'était de recruter en local les talents de nos quartiers. Et alors, pourquoi on est arrivé à définir comme cible plutôt les hauts diplômés ? C'est parce qu'on a commencé à regarder auprès de ces entreprises quels étaient les vrais postes récurrents. Et les vrais postes récurrents au niveau de ces entreprises, c'était pas les postes peu ou pas qualifiés, parce qu'ils étaient en général sous-traités. Tout ce qui était restauration, sécurité, nettoyage, etc., c'est sous-traité, mais les vrais postes récurrents, c'est des postes de cadre. Et donc, qui dit cadre, on s'est dit, allez, chiche, recrutons nos futurs cadres parmi les jeunes talentueux de nos quartiers, pour faire en sorte qu'ils deviennent les ambassadeurs de nos entreprises dans nos quartiers et qu'ils donnent envie aussi à d'autres de les rejoindre. Et à l'origine, pour aller même encore plus loin, l'idée même de départ des entreprises, c'était de réduire le sentiment d'insécurité. Et en fait, on a tout de suite compris que le meilleur moyen, c'était de donner la chance en fait, aux jeunes méritants qui font pas de bruit, qui embêtent personne, d'intégrer nos entreprises pour en faire les meilleurs ambassadeurs de nos entreprises dans nos quartiers, passer les bons messages et être dans une logique de se dire, voilà, on vient pas coloniser le territoire, on vient en fait pour apporter de la valeur sur le territoire et en faire profiter finalement tous ces jeunes méritants. Voilà comment a été lancée l'idée de départ. Et quand de l'association qui finalement défait des croyances qui seraient de la part des jeunes du quartier. Finalement, ces entreprises, elles s'installent mais sans nous. Et vis-à-vis des entreprises, peut-être de recruter des jeunes qu'elles n'auraient jamais recrutés sans votre intermédiaire aussi. Exactement. Parce que ça, c'était une réalité. Moi, 2005, c'est mon début dans le monde du recrutement et j'ai tout de suite été sensible à votre activité parce que je suis obligée d'être transparente et de dire oui, je pense qu'il y avait vraiment besoin d'intermédiaires et de créer des ponts qui n'existaient pas à l'époque entre les entreprises et ces profils fortement qualifiés, mais qui n'ont pas les bons réseaux, les bonnes connexions pour arriver à ces entreprises. Exact. Tu es d'autant plus convaincu que tu étais marraine toi-même, et on t'en remercie. Merci de votre accueil du dispositif, et toutes mes équipes étaient vraiment fans aussi de participer, parce que c'est valorisant aussi d'être mentor. On apprend beaucoup. C'est valorisant, mais à l'origine, en fait, on n'avait pas ça en tête. Et si je prends quelques minutes pour expliquer comment on est arrivé au mentorat, c'est que toutes ces entreprises qui étaient vraiment dans une logique positive, dynamique d'ouvrir leurs portes à ces jeunes. Et en fait, on s'est dit, mais ok, on va identifier des jeunes hauts diplômés
et on va faire en sorte que ces jeunes puissent postuler. On a eu deux éléments qui ont boosté finalement et qui nous ont permis de converger vers notre cible finale. Le premier, c'est au même moment où on avait en fait défini notre ambition de vouloir effectivement ouvrir la porte de nos entreprises à ces jeunes, aux diplômés de nos quartiers de Seine-Saint-Denis à l'époque. De manière concomitante, il y a le gouvernement qui a commandé une étude à l'Observatoire des discriminations qui concernait exactement la cible qui était celle de NQT, c'était les hauts diplômés de Seine-Saint-Denis. Et c'était la première fois qu'était lancée à grande échelle ce qu'on appelle une étude de testing, qui consiste à envoyer des CV de ces jeunes qui ont moins de 30 ans, bac plus 3 minimum, en gardant le corps du CV et en changeant le nom et l'adresse. Et donc, envoyer les deux modèles avec une adresse en Seine-Saint-Denis, avec un prénom plutôt à connotation étrangère, et puis on faisait la même chose avec une adresse dans une plus belle ville et avec un prénom sans connotation. Et cette étude qui avait été faite en 2005, quasiment en même temps que l'idée qui cristallisait du projet, eh bien, elle concluait que les hauts diplômés en Seine-Saint-Denis avaient jusqu'à 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche par rapport à la moyenne nationale. Et là, quand on a vu ça, on a dit, mais c'est ce qu'on est en train de faire là. On est en train de se dire, donnons la chance à ces jeunes qui n'arrivent pas en fait, à atteindre nos entreprises. Ça, c'est le premier point. Et d'où le fait qu'effectivement, on a fixé ces critères. Allez, on cible les hauts diplômés de Seine-Saint-Denis et on leur donne la chance d'avoir accès à nos entreprises. Et l'idée qui avait prévalu, c'était de se dire, eh bien, on a ces entreprises qui travaillent avec nous, on va leur demander, on propose à toutes les entreprises de signer un engagement. À l'époque, en fait, on l'avait fait ça sous l'égide du MEDEF 93 Ouest, dont j'étais le président à l'époque. Et on avait demandé aux entreprises de signer un seul engagement, c'est « Je m'engage à recevoir en entretien tous les jeunes hauts diplômés qui auront été identifiés par le MEDEF 93 et qui résident en Seine-Saint-Denis à la seule condition que leur CV corresponde à un poste ouvert chez nous. Pas de discrimination positive, pas de quota, pas de misérabilisme. Le message qu'on a passé aux entreprises, il était hyper simple. C'est, vous avez des jeunes qui ont réussi dans l'adversité avec très peu de moyens à obtenir des diplômes à haut niveau avec des familles qui se sont sacrifiées pour eux. Ces jeunes-là, c'est des warriors, ils ont la niaque. Et c'est dommage de se priver de pépites et de talents de ce niveau-là. Voilà, ils ont fait la guerre. Ils ont gagné en primaire, ils ont gagné au collège, au lycée, à l'université. Et donc nous, le message qu'on a passé, il était à l'époque à contre-courant de tout ce qui était en train de se faire. Parce qu'on parlait de diversité, on parlait de discrimination, on stigmatisait les entreprises en disant, voilà, vous discriminez les jeunes, etc., etc. Et cette étude donnait ce résultat. Eh bien, on dit aux entreprises, non. En fait, on ne vous demande pas de les recevoir par pitié, on vous demande de les recevoir parce que si vous ne les recevez pas, vous passez à côté de talents cachés, qui sont invisibles et qui vont tout vous donner. Voilà, nous, c'était vraiment le message. Et quand on a décidé de faire ça, on avait nos entreprises, on avait une trentaine, puis une quarantaine qui ont signé cet engagement, puis une cinquantaine, et il nous fallait des jeunes. Et les jeunes, on ne savait pas où les trouver. Et en fait, je reviens à notre ami, défunt, le préfet Jean-François Corday. On est parti le rencontrer, on lui a expliqué notre projet. Il venait d'arriver en Seine-Saint-Denis, il a adoré. Et il a dit, vous avez besoin de combien de jeunes ? Je vous suis. Et on dit, si on en avait 200, ça serait génial. Et il nous dit, vous savez, il y a un truc, ça s'appelle la NPE. On va aller les voir la ensemble, NPE, donc, à l'époque, ex-Pôle emploi. Ex-Pôle emploi, et aujourd'hui France Travail. On va aller les voir et on va leur passer la commande. Et 10 jours plus tard, on avait 200 jeunes. Donc là, tu as la liste des postes, on a les entreprises, on a les jeunes,
Et on se dit, voilà, là, on va faire comme LinkedIn maintenant. Exactement. Le match. Est-ce que le matching va suffire? Je sens que tu me vois venir en étant recruteuse. Est-ce que finalement, il suffit d'avoir la liste des gens qui sont qualifiés, qui correspondent au profil et la liste de postes pour que la rencontre se fasse entre des talents et une entreprise? C'est une excellente remarque, effectivement, puisque on avait nos jeunes, on avait les entreprises, on s'est dit, mais ça y est, on a trouvé la recette du Coca-Cola, ils ont 5 fois moins de jeunes, là on leur ouvre les portes, ils ont 100% de chance d'être reçus en entretien, on a réglé, on a trouvé la solution du problème. Là on était vers septembre 2005, avant les émeutes des banlieues. Et ça commence à être médiatisé. On a un paquet d'articles dans le Parisien, dans Le Monde, dans les Échos. Les entreprises vont recruter dans les quartiers, etc., etc. Comme si c'était un défi et que, en gros, c'est juste du marketing. Et là, on se dit, si on lance l'opération et si les 200 jeunes qu'on a et qui sont identifiés ne sont pas recrutés et si on s'engage simplement à les recevoir en entretien, mais que derrière, il n'y a pas de job, ça va être dramatique en termes d'image. Et là, on se dit... Quel suspense, là, on en qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On avait prévu d'organiser le kick-off de notre événement, c'est-à-dire la rencontre de ces jeunes, de ces 200 jeunes avec toutes ces entreprises du 93, mi-novembre 2005. En mode speed dating. En mode, c'est la première rencontre, c'est des recrutements de cadres, ça se fait pas en un speed dating, il y a une première rencontre, mais ensuite, c'est des mois. Il y a des entretiens, etc., des rendez-vous, etc. Ah oui, puis en 2005, il y avait beau d'entretiens. Et on est en 2005. Ouais. Et avant les émeutes des banlieues, en septembre. Et en fait, ce qu'on décide de faire, on décide de recevoir les 200 jeunes par petits groupes de 20, 30, et de les écouter pour savoir ce dont ils ont le plus besoin. Et là, on écoute leur histoire. Alors, ayez en tête qu'ils viennent tous de la NPE, donc Pôle emploi, France Travail. C'est ça le point commun. Et je vous raconte l'histoire d'un des jeunes, qui est le portrait robot du groupe de 200, qu'on appelle notre patient zéro, puisque c'est le premier jeune qui a été recruté de toute l'histoire de NQT. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Jean-Luc Willy Biro. Et il nous raconte son histoire. Et il nous dit, voilà, je suis français d'origine centrafricaine, je suis né à Saint-Denis et je suis issu d'une fratrie, on est 5 frères et sœurs. Mon père est ouvrier, ma maman nous élève à la maison et ils n'ont pas les moyens de payer des études supérieures à toute la fratrie, c'est moi l'élu. Pendant toute ma scolarité, je vais être la fierté de mes frères et sœurs, de ma famille, de mes copines, de mes copains avec qui j'étais en maternelle, en primaire, au collège, et qui pour la plupart, en fait, à 16 ans, ont quitté l'école et deal au pied de la cité et gagnent entre 150 et 200 euros net par jour. Moi, j'ai pas intérêt de bouger une oreille. Mes parents veillent au grain. Je continue ma trajectoire et j'obtiens non pas un, mais 2 masters. Pendant toute ma scolarité, tout le monde se dit, ça y est, la famille va être sauvée. Mes parents se disent, ça y est, on va offrir au moins à nos enfants un avenir meilleur que le nôtre. Et j'obtiens non pas un, mais 2 masters, un en droit et un en finance. Et là, c'est la fête. Tout le monde est fier de moi, mes copains qui disent, oh mince, j'aurais peut-être dû quand même essayer. Et là, j'envoie mon CV. Au bout de 2 mois, pas de réponse. Je descends mes prétentions, 4 mois, toujours rien. Je descends encore mes prétentions. Il n'envoie pas un CV, il envoie des masses. Centaines de CV. Puis c'était des courriers à l'époque. C'était des courriers, etc. Ouais. Exactement. Au bout de 9-10 mois, il nous dit, voilà, j'ai envoyé plus de 150 CV et rien. Et là, je me résous à envoyer mon CV pour des jobs alimentaires. Et là, on me répond, on est désolé, vous êtes surqualifié. Là, c'est le monde à l'envers. Je deviens la honte de mon quartier. Je donne raison, finalement, à tous mes copains qui gagnent 150 euros net par jour, qui roulent en BMW. Et j'efface mes 6 années d'études supérieures. Et là, je commence à travailler. Je suis vigile. Je fais de l'intérim. Je suis caissier. Quand je travaille pas, je déprime. Et puis, au bout de 6 mois où j'ai cumulé 6 mois de travail, j'ai le droit à des allocations chômage. Et là, je vais m'inscrire la boule au ventre à la NPE, Pôle emploi.
Et c'est la fin de l'histoire de Jean-Luc, c'est-à-dire qu'on le récupère là, comme le groupe de 200. Donc vous voyez le parcours en fait de ces jeunes, d'abord l'espoir extrême, et ensuite le désespoir. Et là on se dit, ces 200 jeunes, si on les envoie en entretien chez des BNP, CTLM, Manpower, Alstom, etc., ils vont pas regarder le recruteur, ils sont cabossés, ils vont pas sortir leur tripes et ils vont pas être recrutés. Là, panique à bord. À 1 mois de notre événement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, du coup, c'est ce deuxième électrochoc, après le document de l'Observatoire des discriminations, qui dit qu'ils ont jusqu'à 5 fois moins de chance. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième, c'est celle-ci, le choc de cette rencontre, avec ces jeunes et qu'on a écouté. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on se dit, en fait, on va faire un truc. On va les coacher comme des sportifs de haut niveau. On a 1 mois pour ça. Et puis, on va les accompagner. Et en fait, on va recruter dans notre entourage. À l'époque, on disait parrains et marraines. Des parrains ou des marraines. On ne parlait pas encore de mentor. Oui, moi j'étais une marraine. Et vous étiez une marraine, NQT. Et on va recruter des parrains et des marraines. Et pour donner l'exemple, parce qu'ils n'étaient même pas considérés comme des numéros, pour donner l'exemple, on va recruter nos parrains et nos marraines bénévoles au plus haut niveau de l'entreprise. Donc des personnes qui sont à des postes de décision, pour qu'ils puissent donner justement l'exemple. Et donc en catastrophe, on recrute une 30aine de parrains et marraines dans notre réseau, qui sont à des postes de décision. On se réunit, séance de travail qui a été assez mémorable, qui a duré une demi-journée plus toute la soirée en plateau repas, où en fait on se dit il faut qu'on fasse quelque chose qui soit homogène, qu'on parte pas dans tous les sens. On a 200 jeunes, on va se les diviser à nous 30, on va en prendre 4-5 chacun, et voilà ce qu'on va faire ensemble. Et finalement, à la fin de cette journée, sort sur un document qui tient sur 1 page, finalement l'acte de naissance de NQT. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va accompagner ces jeunes et quand on est parrain et marraine ? Et donc, ce qui est ressorti, c'est que, le premier point, c'est qu'il y a eu débat là-dessus, on n'est pas là pour recruter nos jeunes filleuls dans nos entreprises pour que la parole soit libre, pour qu'ils puissent nous dire des choses qu'ils ne diraient pas à un recruteur, et qu'on puisse nous leur dire des choses qu'un recruteur ne pourra pas leur dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on décide de les recevoir dans nos entreprises. De la confrontation au sens positif, au sens faire front ensemble. C'est ensemble, exactement. Ces jeunes qui n'ont jamais mis pour la plupart les pieds dans une entreprise, on va les recevoir dans nos entreprises comme des invités. On va leur consacrer 3-4 heures par mois jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi à la hauteur de leur niveau de diplôme. Et en première partie, on est là pour les remettre en confiance, pour leur expliquer que s'ils ont réussi à faire tout ce qu'ils ont fait là avec si peu de moyens, c'est qu'ils le valent bien. Et quand ils sont remis en selle, on va leur ouvrir le Graal suprême qu'aucun d'eux n'a, notre réseau. Voilà ce qu'on décide de faire, ça tient sur 1 page. Et on lance l'opération mi-novembre 2005 en plein dans les émeutes des banlieues, et en fait on décide d'être totalement transparent sur tout ce qui va se passer. On a tous les journalistes qui nous regardent. On a lancé l'événement, il y avait une centaine de journalistes dans la salle, on n'avait pas d'agence presse en fait. C'était vraiment de l'innovation, c'était l'innovation sociale. C'était l'innovation sociale, en plus c'était en plein dans les émeutes des banlieues. Donc on était regardé au microscope électronique. Par la France et par le monde entier. Oui, on a même eu 2 articles, parce qu'on a fait tous les 20 heures à cette époque-là, ce soir-là, on a fait les radios, etc. On a même eu 2 articles de fond, un dans le New York Times et un dans les Herald Tribune, 3 pleines pages dans les Herald Tribune. Et donc là, on décide... Que potentiellement, il pourrait décliner. Oui. Et donc, on est totalement transparent sur tout ce qui va se passer. Et on trace tout, on dit la vérité. Combien de jeunes sont en shortlist ? Combien de jeunes ont été recrutés à un poste à la hauteur de leur niveau de diplôme ? C'est ça le plus important. Le défi. C'est le défi. Et tous les mois, on fait le bilan. Et au bout de 6 mois, on fait le résultat des courses. On avait 60% des 200 jeunes qui avaient été recrutés à leur niveau de diplôme. Wow. Ce qui était énorme, parce ça a dépassé toutes nos espérances. Pour nous benchmarker, on a récupéré les statistiques de l'éducation de l'année d'avant, qui étaient qu'à l'échelle nationale, 51% des hauts diplômés trouvaient un emploi à la hauteur de leur niveau de diplôme en 11 à 12 mois.
qui veut dire en gros un score légèrement supérieur, un taux de succès légèrement supérieur, en 2 fois moins de temps. Dans un environnement, ils ont jusqu'à 5 fois moins de chance. En gros, COEF 10. Et donc, on décide, donc en 2006, après ces résultats qui dépassaient toutes nos espérances, de créer, grâce à notre business angel représentant de l'État, serviteur de l'État, Jean-François Corday, de créer l'association, donc nos quartiers ont des talents, avec pour ambition de dupliquer le modèle, mais à l'échelle nationale. Voilà comment a démarré l'histoire, l'aventure de NQT. Et quelques années plus tard... C'est ça, presque 20 ans c'est après. Presque 20 ans. Presque 20 ans après, vous êtes toujours là et vous continuez à déployer. C'est-à-dire, aujourd'hui, NQT, c'est combien de collaborateurs permanents ? Alors aujourd'hui, NQT, c'est environ 120 collaborateurs permanents. C'est combien de jeunes accompagnés ? Et on est en cumulé. On frôle les 100 000 jeunes accompagnés à l'échelle nationale. Des 30 mentors qu'on avait initialement, on a 15 000 mentors bénévoles qui nous ont rejoints depuis le début de l'aventure et qui restent en moyenne, et c'est ça qui est remarquable en fait, qui restent en moyenne 9 ans engagés dans l'aventure NQT, c'est-à-dire qu'ils deviennent addicts. Et c'est ça qui est génial en fait, et c'est ça qu'on a mis en avant, c'est ça qui est ressorti, c'est que quand on mentore, quand on accompagne, quand on est parrain, marraine et qu'on devient mentor, finalement, les jeunes se disent « mais pourquoi ils font ça pour nous ?» Des personnes qui ont un agenda hyper chargé, etc., ils se disent « mais pourquoi ils font ça pour nous ? C'est énorme ce qu'ils nous donnent. » Mais en fait, le retour de tous nos mentors, je dis bien tous, c'est à l'unanimité, c'est que les mentors nous disent « mais moi, j'en tire plus de profit que ce que je donne. » Et je disais tout à l'heure, un mentor, en fait, c'est le seul risque, c'est le risque de prendre du plaisir, parce que en quelques heures, savoir que vous avez changé la trajectoire en bien de vie d'un jeune méritant et autour de toute sa famille, c'est un niveau de satisfaction et c'est un apport de sens, c'est une sorte de boost d'adrénaline qui vous traverse et les mentors en ont besoin. Et donc, c'est pour cette raison qu'effectivement, on a ce niveau d'engagement, 15 000 mentors qui sont issus aujourd'hui de plus de 1000 entreprises et partenaires de NQT qui sont engagés avec nous depuis qu'on a commencé l'histoire et puis qui grossissent de plus en plus. Et là, aujourd'hui, effectivement, 100 000 jeunes, c'est 15 000 jeunes en 2023. Et notre ambition, c'est d'arriver à accompagner 30 000 jeunes par an dans les 3 ans qui viennent, avec une accélération donc assez phénoménale du nombre de jeunes qui s'inscrivent, puisque pendant plusieurs années, on avait plus de mentors que de jeunes, et depuis peu de temps, grâce à une innovation digitale, parce que vous continuez aussi de vous transformer continuellement, d'aller mettre le meilleur de l'innovation sociale, mais aussi de la technologie au service de votre impact. Exactement. On a fait une transformation digitale excessivement profonde, en fait, qui a duré 1 an et demi, juste après le Covid, pour miser au maximum sur le digital et faire en sorte de libérer le maximum de bandes passantes de nos équipes. Et on a une plateforme aujourd'hui de dernière génération dont on est très très fier, une sorte de marketplace social où sont accessibles tous les services de NQT, puisqu'il y a le parrainage, ça c'est la colonne vertébrale, mais il y a tout un tas de services gratuits auxquels tous les jeunes ont accès, des cours d'anglais par internet avec un partenaire qui s'appelle Gymglish, des cours de grammaire, des cours d'éloquence, des outils pour s'auto-évaluer qui sont accessibles par les jeunes. Il y a même une cellule psychologique auquel les jeunes ont accès. Et puis pour nos mentors, c'est tout un tas d'outils pour parfaire au maximum son parrainage, des clubs de mentors où les mentors peuvent se réunir, échanger, networker aussi entre eux, s'échanger les profils des jeunes. Donc on a toute cette plateforme en fait qui réunit tous les services de NQT. Et ce qu'on a fait, et on en est très fiers aussi... C'est que vous avez un branchement direct avec France Travail, exactement. Pôle Emploi, ex-ANPE. On en est très fiers, puisque l'ANPE, qui était notre partenaire historique, c'était notre première histoire, c'était avec le département l'ANPE du 93. On se souvient Yasmina Mioub, qui était la directrice générale, que je salue. Et puis maintenant, on a une convention nationale au niveau de Pôle emploi, donc France Travail. Et on a interconnecté nos 2 systèmes d'information, parce qu'en fait, le sourcing des jeunes, à plus de 50%,
Depuis l'origine, c'est Pôle emploi et France Travail, donc maintenant. Et pour l'onboarding des jeunes, parce qu'en fait, pour que les jeunes rentrent dans le dispositif, il faut qu'ils s'inscrivent sur la plateforme. C'est une opération volontaire. Et ça prenait une 20aine de minutes pour répondre à tout un tas de questions, télécharger les diplômes, les documents. Là, avec l'interconnexion avec Pôle emploi, de nos 2 systèmes d'information, on est la première structure à être interconnectée à un Pôle emploi, donc avec des API ouvertes. J'utilise des acronymes peut-être un peu barbares pour certains néophytes. On a pu le faire assez facilement, en fait, finalement, avec les équipes IT de France Travail qui sont géniales. Et puis du mécénat de compétences. Et du mécénat de compétences aussi. Et donc, aujourd'hui, quand un jeune est chez Pôle emploi, vous voyez le profil dont je parlais avec Jean-Luc Willibiro, quand il est chez Pôle emploi, en fait, ça prend quelques secondes. C'est moins de 5 secondes en fait pour s'inscrire à NQT, puisqu'en fait on aspire toutes les datas et donc le jeune va pouvoir arriver rapidement. Et ça a eu un impact, puisque en 2023, on a fait une croissance de plus 60% des inscriptions par rapport à l'année d'avant. Donc 15 000 jeunes, et donc ça représente plus de 60%. Ce qui fait que alors, jusqu'à en quelques mois, vous aviez beaucoup de mentors et moins de jeunes. C'est ça. Et là, ça y est, le ciseau est inversé. Tout et donc, fait. C'est pour ça qu'on fait cet épisode ensemble, c'est que vous avez besoin de recruter de nouvelles entreprises, de nouveaux mentors. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, si on a envie d'être mentor et donc de mobiliser son entreprise, ou si on est une entreprise et qu'on a envie d'engager, de développer le mentorat au sein de son activité, comment est-ce qu'on s'y prend ? Oui, alors c'est vrai que notre modèle, en fait, pour nous permettre en fait de suivre des jeunes en nombre, en fait, on a très vite décidé de ne pas recruter les mentors comme on l'avait fait sur le pilote avec les 30 premiers individuellement. On a décidé d'onboarder, de recruter des partenaires entreprises et ensuite, au sein des entreprises partenaires, de lancer des opérations de communication communes pour recruter des mentors bénévoles au sein de ces entreprises partenaires. Donc les entreprises adhèrent. Le mentorat, c'est quand même un outil génial. Aujourd'hui, on parle de la posture coach des managers, mais savoir être mentor, s'entraîner quand même avec vos jeunes, découvrir ce que c'est, y goûter en ayant un impact, c'est un super moyen aussi de développer ses compétences de manager. C'est ce que nous disent les mentors dans nos entreprises. Ils nous disent en fait, j'apprends autant que je partage avec ma filleule. Et c'est pour ça qu'il y a ce phénomène d'addiction en même temps. Hein. Et donc nous, dans le modèle, on recrute des entreprises qui deviennent partenaires adhérentes et donc qui rentrent en fait en tant que membres de l'association NQT. Et ensuite, on recrute les mentors en travaillant avec les équipes concernées de nos entreprises et avec les chargés de mission chez NQT qui vont assurer l'interface entre nos entreprises et les mentors qui vont être recrutés au sein des entreprises en lançant des opérations d'information, des opérations de présentation. On fait du storytelling, on vient raconter les histoires, on fait venir des mentors qui ont un super track record, qui viennent témoigner avec leurs filleuls. Les entreprises organisent des présentations métiers, on fait venir des jeunes, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a organisé à peu près 1000 événements dans l'année. Et c'est des événements qu'on organise en majorité au sein de nos entreprises. Des petits, des moyens, des gros, etc. Et c'est comme ça qu'on recrute nos mentors. Voilà, ça c'est notre modèle. On a les entreprises d'un côté, et puis on a le public, l'État, qui nous aide énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, quand accompagner un jeune chez NQT, c'est à peu près 600 €. Il y a un tiers, c'est l'État, 200. Et les 2 tiers, c'est les entreprises. Donc voilà comment on fonctionne et comment en fait on fait vivre le modèle avec un impact aussi qui va être excessivement important. On est en train de le calculer. Voilà, donc nous on a besoin effectivement, là c'est le challenge numéro 1, la priorité absolue pour les mois et les années qui viennent, c'est de recruter et d'augmenter massivement le nombre d'entreprises et de mentors qui vont venir nous rejoindre pour accompagner les jeunes qui nous rejoignent en masse. Juste un chiffre pour qu'on ait en tête, parce qu'on nous dit ouais mais il n'y a peut-être pas autant de jeunes, etc. Là, je vais parler en termes marketing et c'est pas pour être c'est pas pour être négatif. Au contraire, impact et chiffres ne s'opposent pas. Là, je vais parler de marché adressable, des gens du marketing. Même si c'est pas un marché, c'est des humains, c'est des vies,
C'est des vies, le nombre de vies adressables, en fait, qu'on peut sauver. Au moment où je vous parle, des jeunes qui correspondent à nos critères, c'est-à-dire moins de 30 ans, bac plus 3 minimum, et qui sont issus de milieux modestes avec des critères très précis qu'on a définis. C'est des jeunes qui sont qui ont été boursiers sur critères sociaux, ou alors qui ont fait leurs études dans un QPV, un quartier prioritaire de la ville, ou qui viennent de la campagne, de la ruralité, qui ont été élevés par un ou deux parents ouvriers, ou qui sont en situation de handicap. Voilà, ça c'est nos critères pour garantir l'accompagnement, je dirais, avec tous les outils et le parrainage. Il y en a 120 000, là, à l'heure où je vous parle, chez Pôle emploi. 120 000. Donc, on en a accompagné 15 000 l'année dernière. On vise 30 000 dans les 3 ans qui viennent. Il y a de la marge. Donc, c'est pour ça qu'on nous a souvent dit, mais pourquoi vous vous occupez que des hauts diplômés, ils n'en ont pas besoin? Eh bien non, si, ils en ont besoin. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des études supérieures, de se saigner, et puis de finir vigile ou caissier, et de tirer tout le système par le bas. Oui, parce que finalement, pour moi, vous êtes vraiment un activateur de la co-responsabilité entre l'État, les familles, les entreprises, les jeunes eux-mêmes qui décident de s'occuper de leur trajectoire et des mentors. Parce que quand on fait un bac plus 5, même si c'est pas en école, c'est à l'université, ça a un coût social fort. Parce que c'est quoi? C'est 15 000 € l'année à peu près pour l'État. C'est 15 000 € l'année. Et pour vous donner quelques chiffres là aussi, on est en train de travailler sur le ROI, le Return on Investment, le SROI de NQT, le Social Return on Investment. Notre impact, et quand je dis notre impact, c'est l'impact d'un mentor qui accompagne un jeune. Nos chiffres, c'est à peu près 70% des jeunes qu'on accompagne, puisqu'on a amélioré un peu plus notre taux de succès de la première édition pilote. Aujourd'hui, à peu près 70% des jeunes qu'on accompagne, et donc qui sont mentorés, trouvent un emploi à la hauteur de leur niveau de diplôme ou une alternance en 6 mois de moyenne. Si on rajoute à cela ceux qui repartent en formation pour s'injecter des skills supplémentaires, on est à peu près à 80% de taux de succès. C'est ce chiffre-là qu'utilise Pôle emploi d'ailleurs. C'est soit on repart à l'emploi, soit on repart en formation. Donc 70 plus 10 en 6 mois de moyenne. Notre impact et l'impact qu'ont les mentors sur les jeunes, c'est une réduction de, en gros, 10-12 mois de période de galère. 10-12 mois de période de galère, un an de chômage, c'est 30 000 €. On sait aussi que 50% des jeunes qui sont sur notre cible à nous, c'est-à-dire aux diplômés issus de milieux modestes avec nos critères, 50%, par dépit, ne trouvant pas un job à la hauteur de leur niveau de diplôme, se rabattent définitivement sur des jobs peu ou pas qualifiés. 1, ils prennent la place d'une personne qui aurait pu prendre le poste. Et 2, les 15 000 € dont vous parlez effectivement, qui est le coût par an en France des études supérieures qu'on ne paye pas, mais c'est nos impôts. 50% de 15 000 x 5, on est presque à 40 000 qu'on peut rajouter. Si vous rajoutez à ça que quand vous travaillez pendant 1 an à un poste à la hauteur de votre niveau de diplôme, eh bien vous êtes un bon contribuable, vous payez nos retraites, vous consommez. Donc vous rajoutez tout ça, plus si on calcule quelque chose qui est abstrait, l'effet psychologique du faire des études quand on vient d'un milieu défavorisé, ça sert à rien, et vous tirez tout le système par le bas, eh bien vous rajoutez tout ça, vous avez en fait un impact positif, un impact que nous, on est en train de chiffrer avec un cabinet indépendant et qu'on va injecter dans une monnaie qu'on va créer qui s'appelle le crédit d'impact sociétal et qui est une monnaie gravée dans une blockchain. C'est un peu comme une crypto-monnaie mais non spéculative. C'est pas du bitcoin. C'est quelque chose qu'on va attribuer à chaque mentor par jeune accompagné. Et donc ce montant qui va être valorisé, validé et qui va être calculé de manière indépendante, il va être injecté dans ce qu'on appelle, nous, le crédit d'impact sociétal. Et chaque mentor qui a accompagné 10 jeunes, il aura ce montant x 10 gravé dans une crypto-monnaie qui lui est attitrée et qui va également être attitrée à l'entreprise, à son entreprise de rattachement. Et ça donne des points retraite ? Eh bien, écoutez, on en a parlé, on a présenté le projet à notre principal partenaire qui est France Travail. Et en fait, ils sont très intéressés de travailler avec nous pour voir effectivement comment on pourrait transformer ce crédit d'impact sociétal en point retraite.
Voilà. Donc c'est un projet ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Et l'ambition initiale de ce projet-là, c'était de valoriser l'engagement de nos entreprises et de nos mentors. Parce qu'en fait, nous, notre ambition, c'est aussi, pour les mentors, c'est faire en sorte qu'on puisse leur dire, hein, voilà ce que vous avez fait, les 10 jeunes accompagnés et les fois 20 heures que vous avez en fait partagé avec ces jeunes, voilà la contribution et voilà le changement de trajectoire, ce que ça a amené. Et faire en sorte que les entreprises qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de recruter les mentors, on puisse leur permettre d'injecter en temps réel dans leur rapport extra-financier l'impact de l'ensemble des mentors cumulés qui leur sont rattachés. Donc c'est ça qu'on veut faire pour faire en sorte que l'engagement bénévole en France finalement soit valorisé et reconnu en tant que tel et que les personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, soient considérées à leur juste valeur. Merci beaucoup pour cette initiative, ce partage qui prouve tellement que finalement, les nouvelles technologies, l'innovation, à partir du moment où on a une intention alignée et cohérente avec un futur souhaitable ou des futurs souhaitables, ça peut être vertueux, en fait. Oui, aujourd'hui, on peut se méfier de ce qui arrive en innovation digitale, en intelligence artificielle, en blockchain. Et aussi, on peut continuer d'innover et de mettre ça à profit d'un monde désirable. C'est une super conclusion. Je ne peux pas dire mieux. Quel est ton Canary Call, le message que tu aurais envie de passer au plus grand nombre, là, aujourd'hui, ton cri d'alerte ? Mon cri d'alerte, en fait, c'est au-delà d'un cri d'alerte, c'est une sorte de philosophie. Et je cite là mon président parce que je suis conseiller du président d'une compagnie d'assurance qui s'appelle le groupe ENER, donc on y est actuellement d'ailleurs. Merci pour l'accueil. Qui s'appelle Charles Robinet-Dufaux et qui me dit, écoute, en fait, ce qui est le plus important, c'est de créer le réseau des gens gentils. Et NQT, c'est ça, c'est le réseau des gens gentils. Et quand on fait ça, quand on fait du bien, c'est sur le long terme, en fait, que les choses se font, en fait. Et les jeunes qui en bénéficient, ils ont cette conviction de se dire que, et on le voit avec nos alumni, parce que c'est plus de 100 000, pratiquement 100 000 aujourd'hui, nos alumni, nos jeunes qui sont passés par chez nous, eh bien, ils sont en mode give back, hein, ils ont envie de rendre ce qu'on leur a donné. Et c'est ce qu'ils nous disent. Parce qu'on a fait il y a 3-4 ans une étude d'impact en interne. Un cabinet est venu et a passé pas mal de mois chez nous. Et ils ont interviewé des centaines de jeunes et de mentors de manière aléatoire. Et ce qui est ressorti pour les jeunes, quand ils les ont interviewés, qu'ils n'avaient pas prévu, et à la fin, ils ont posé une question, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Toutes les questions qu'ils ont posées aux jeunes. Et les jeunes qui ont été accompagnés ont dit, mais écoutez, moi j'aimerais bien rendre à l'association ce qu'on m'a donné, et à mon mentor ce qu'on m'a donné. Comment je peux être mentor ? C'est le plus beau des cadeaux. Génial. Alors pour celles et ceux qui ont envie d'engager leur entreprise et de devenir mentor, de faire partie du cercle des gens gentils, eh bien le lien sera dans les commentaires du podcast, la page pour adhérer, qui est une adhésion NQT, sa valeur fiscale d'un don. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça à savoir techniquement qui sont importantes ? Alors peut-être oui. En fait, on est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général à but social, ce qui permet de défiscaliser effectivement les dons ou les adhésions. Nous, on fonctionne principalement avec des adhésions, donc les adhésions sont défiscalisables à hauteur de 60%. Et donc, elles sont calculées de manière très simple. Il y a un barème qui est lié à la taille de l'entreprise et qui varie de quelques centaines d'euros pour une petite entreprise à 30 000 euros pour une entreprise du CAC 40, voilà, pour donner l'échelle. Et ça, c'est le prix non défiscalisé. Il faut retirer 60%. Voilà. Eh bien, rendez-vous dans le cercle des gens gentils avec NQT. Merci beaucoup, Yazid. Merci infiniment, Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix
et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.